Bonsoir à tous. Vous êtes tellement loin de moi et aussi dans le noir. Est-ce que vous pouvez monter sur la scène avec tout le respect que je vous dois? Nous pouvons monter avec nos chaises, bien sûr. Bantou minier, lélé. Eh bien, la réponse est aïe maman. Est-ce que nous pouvons essayer? Oui. D'accord. Bantou minier, lélé. Aïe maman. Bantou minier, lélé. Ici, la réponse est ekele keke mwana mbisi. Ekele keke mwana mbisi. Bantou minier, lélé. Aïe maman. Bantou minier, lélé. Ekele keke mwana mbisi. Chaque soir au clair de la lune, mon grand-père me disait que la forêt est un trésor climatique, joyau écologique, avec une tourbière qui n'est pourtant qu'une facette du diamant forestier. Avec ses millions d'hectares, grâce à ses formidables réservoirs de carbone, que la forêt est considérée comme les poumons de la planète dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, l'obligation nous impose qu'à chaque fois qu'on se réunisse autour du feu, nous devons faire un voyage, un si long voyage, dans un village qui s'appelle Mangai Matung. Dans ce village, au-delà des forêts, de savanes, de montagnes éternelles, il y a un code secret. Dans ce village, quand on dit Efindje, on répond tout simplement par Ndje. Efindje. 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 Bienvenue au village Mangai Matung. Mangai Matung était un grand village, convoité de tous pour ses intarissables ressources. Eh bien, le village était couvert d'une grande forêt où l'on y pratiquait deux activités principales, la chasse et l'agriculture. Les hommes partaient à la chasse, revenaient avec des gros gibiers. Et les femmes cultivaient surtout des maniocs et des ignames qui étaient en abondance à la récolte. Chaque soir, tous se rassemblaient à la cour royale autour du feu, mangeaient, buvaient, chantaient et dansaient devant Mantung, roi de ce beau village. C'était un moment très crucial où chaque chasseur offrait une bonne partie de la viande de brousse au roi. Car les os les plus longs des gibiers servaient à la fabrication de la natte lors de funérailles de ce dernier. C'était vraiment une grande fête. Quand la lune faisait son apparition, la fête nocturne allait jusqu'au grand matin.
les soirs, c'était le même rythme festif. Mais il arriva un jour où les hommes ne revenaient plus avec des gros gibiers. Et même la récolte de manioc et des ignames n'était plus en abondance. Au fur et à mesure que les denrées alimentaires devenaient rares, presque tout le village fut atteint de la malnutrition. Cette situation inquiétait tout le monde. Et la fête nocturne commençait à perdre tout son sens d'être. La nourriture devenait de l'or à Mangaï Matung. Au fil du temps, rien ne changeait. Et la situation ne faisait que s'aggraver. La terre qui était fertile s'est transformée en terre aride. La forêt qui comptait tant de milliers d'arbres, elle n'en restait qu'une centaine. Et certains animaux de cette forêt disparaissaient d'une manière mystérieuse, ainsi que le chasseur. C'est ainsi que le village Mangaï Matung devint le village Ntoua, qui signifie désespoir. Ne sachant pas la cause de ce mystère, rien n'était révélé au roi, ni aux sages et ni aux voyants. Un jour, tous les chasseurs se réunirent devant le palais royal pour pallier à ces mystères. Et c'est alors que l'homme le plus vieux de tous imposa l'extermination de tous les corbeaux. Car depuis longtemps, les corbeaux étaient réputés malchanceux et impurs à la consommation. À cause de sa tenue noir et blanc, symbolisant la peur, la mort, le désespoir, la misère par rapport aux autres oiseaux totémiques. Or, pendant cette période à Mangaï Matung, les corbeaux devenaient de plus en plus nombreux et volaient. Ils volaient dans tous les sens jour et nuit. Oui, tous les chasseurs du village préparèrent leurs lancers empoisonnés. Et à la tombée de la nuit, ils se livrèrent tous à la chasse aux corbeaux. Ils exterminèrent tous les corbeaux au village. Malgré leur extermination, la situation ne changeait pas toujours. Au contraire, c'était un désespoir sans fin qui s'annonçait. Et le mal s'empirait dans tous les coins du village. Tous poussaient des cris d'angoisse, car plusieurs cases prenaient feu à cause d'une chaleur accablante. Une nuit, le roi convoqua une réunion extraordinaire au village. Tous étaient invités, hommes, femmes, enfants, même les animaux de la forêt. Tous faisaient partie de cette première nuit. À cette rencontre, le roi interrogea tous les participants.
pour connaître la cause du fléau du malheur qui frappait tout le village. À ces mots, les hommes prirent la parole en premier et dirent: Sa Majesté, depuis une année, tous les gibiers sont disparus dans la forêt. Roi du village, au début, le gibier était en abondance et subitement, tous les gibiers ont disparu. Roi du village, mais à cette allure, le village risque de ne compter aucun être vivant sur son sol. Et à mon humble avis, ce ne sont que les animaux qui sèment la terreur au village. Les femmes aussi posèrent leurs problèmes au roi. Sa Majesté, les mois écoulés, on ne pouvait plus cultiver paisiblement. Avant, c'était les gorilles et les rhinocéros qui envahissaient nos champs, emportant toutes les feuilles de manioc et ses tubercules. Quelque temps après, à la grande surprise de toutes, les éléphants ont dévasté toutes nos cultures. Roi du village, voilà comment aujourd'hui nos enfants souffrent de la malnutrition. Les animaux, à leur tour, s'adressèrent ainsi au roi. Sa Majesté, nous sommes innocents de toutes ces accusations. Au contraire, ce sont eux-mêmes qui sèment la terreur au village ainsi qu'à la forêt. Entendant cela, les hommes se fâchèrent et crièrent tous sur les animaux. Imposteurs! Imposteurs! Bande d'insensés! Bande d'insensés! Mangeurs d'hommes! Mangeurs d'hommes! On va vous exterminer tous! À ces mots, le roi confus, ne sachant pas trancher l'affaire, et reporta la séance dans 48 heures. Deux jours après, le roi convoqua la deuxième séance. Toute la nuit durant, les hommes n'éclamaient que leur innocence. C'est ainsi que sous la colère, le lion roi de la savane rugit en pleine assemblée. Tous se turent, et c'est en ces termes que le lion s'adressa au roi. Sa Majesté, depuis la nuit des temps, ce sont tes habitants qui viennent détruire sauvagement notre habitat, réduire la population animale de la savane. Près d'un siècle, ces femmes cultivent la terre sans tenir compte de notre espace vital. Avions-nous déjà formulé des plaintes à leur égard? En défrichant leurs champs par le feu des brousses, notre habitat est en danger.
Une partie de la population de notre habitat est désormais sans abri à cause de leurs intérêts égoïstes. D'autres espèces de la population animale de la savane sont en voie de disparition, compris les plantes. Sa Majesté, nous nous disputons la même viande d'antilope avec tes humains. Tes chasseurs ont presque exterminé toute notre proie. En revanche, je mangerai toute chair humaine qui se présentera devant moi. L'éléphant aussi s'adressa au roi. Sa Majesté, nous convoitons le même espace vital avec les humains. Il y a longtemps, des chasseurs ont décimé nos frères gorilles et rhinocéros par des balles, parce qu'ils broutaient les feuilles des maniocs et les tubercules de leurs champs. Ces femmes étendent leurs champs jusqu'à notre espace vital. Ce qui nous entraîne la famine. Et c'est en complicité avec ces bûcherons qui coupent sauvagement les arbres de la forêt, lesquels émettent des gaz carboniques de trop dans l'atmosphère. Or, les arbres avalent tout le gaz carbonique que vos activités quotidiennes dégagent et déversent dangereusement dans la nature, en les transformant aussitôt en oxygène pour la survie de tous les vivants, compris la vôtre. Roi du village, à chaque fois que vous organisez votre fête au village, nous aussi dans la forêt, organisons notre deuil, car dans peu de temps, cette forêt sera transformée en un vaste terrain sans arbres. Notre population aussi est en danger critique d'extinction. Or, nous, éléphants, nettoyons cette forêt, embroutant les buissons qui étouffent l'évolution des arbres dans la forêt, ce qui permet à ces arbres de bien se développer et d'absorber des grandes quantités de carbone pour l'équilibre du climat. Sa Majesté, voilà comment les gaz brûlent au village. C'est à cause de ces gaz carboniques de trop qui sont capturés par les rayons solaires, les repoussant à la surface de la Terre sous forme de terribles chaleurs. Roi du village, ces phénomènes s'appellent effet de serre. Le roi resta sans voix. Le tout petit de mammifère profita de ce silence pour prendre la parole. Sa Majesté, voilà comment les fourmis et les termites envahissent la forêt et tout le village. Dans un futur proche, tout le village sera emporté par ces insectes. Évidemment, après avoir entendu cela, les villageois ne voulaient plus écouter et les murmures prirent de l'ampleur en pleine réunion. Parmi eux, le plus courageux déclara « Oh, Sa Majesté, nous ne comprenons plus rien. Même ce salopard hausse le ton à l'Assemblée pour nous embrouiller davantage avec ses prédictions ensorcelées. Qui ignore le malheur que ce pangolin inflige à notre santé? N'est-ce pas lui, Sa Majesté, qui est le vecteur des coronavirus? Coronavirus? Avant qu'il ne finisse sa phrase, le roi cria et déchira ses habits et dit: personne n'a le droit de juger ni de condamner. C'est à moi que revient le monopole de la parole. Jusqu'à présent, aucune partie d'entre vous deux a raison ou tort.
Que chacun s'exprime pour tirer une conclusion. C'est ainsi que le pangolin continua. Sa Majesté, nous nous disputons une seule chose avec les humains, la vie. La vie, Sa Majesté, bien qu'ils nous accusent à tort ou à raison d'être le vecteur de la maladie virale, nous avons quand même droit à la vie. Présentement, notre extinction ne vous coûte pas cher, mais elle coûtera cher aux générations futures, du fait que de milliards de fourmis et de termites feront une bouchée du biotope mondial. Ils rongeront tous les arbres et toutes les cases de ce village. Or, nous, pangolins, régularisons leur population car elle constitue notre menu alimentaire. Les fourmis ne retardèrent point d'expliquer leur sort au roi. Sa Majesté, depuis 2 siècles, nous sommes accusés à tort d'être le rongeur d'arbres. Malheureusement, nous ne consommons ni le feuille, ni la racine, ni la sève des plantes. Sa Majesté, nous utilisons que les parties mortes de l'arbre qui avait été précédemment infecté par des insectes ou des nuisibles. Roi du village, ces humains nous tuent sans aucune raison valable. Tantôt ils nous piétinent, brûlent par le feu de brousse ou en utilisant le pesticide pour protéger leur culture. Sa Majesté, en creusant de galeries et tunnels, nous contribuons à l'aération du sol. En transportant des particules et des cailloux en surface, nous brassons efficacement la terre. Ce qui explique que même notre présence massive, roi du village, nous sommes innocentes. Et les termites inquiets s'adressèrent d'instantes supplications au roi. Sa Majesté, la vie sauvage est un fragile équilibre naturel où chacun a un rôle précieux à jouer. Malgré leur mauvaise réputation, nous termites ne faisons pas exception. Il est vrai que nous sommes considérés comme des agents terrestres de destruction du bois. Mais en nous nourrissant d'éléments du bois, nous transformons les composés chimiques en substances vitales, lesquelles permettent d'entretenir une vie nouvelle. Grâce à cette action, Sa Majesté, nous contribuons au maintien de l'équilibre naturel. Aujourd'hui, notre population est quasiment réduite à cause de la sécheresse du sol, dont vous êtes responsable. Mais la raréfaction de notre population à l'échelle globale risque donc non seulement d'avoir un impact dramatique sur la chaîne alimentaire, mais surtout l'ensemble du vivant. Sa Majesté, rendez-nous justice. En fin de compte, tous les animaux réagirent. Oh, Sa Majesté, voilà, nous sommes innocents de toutes leurs accusations. D'ailleurs, nous ne vous dépendons pas. C'est vous qui dépendez étroitement de notre habitat. Sa Majesté, que la justice soit faite. Que la justice soit faite. Les hommes et les animaux clamaient chacun leur innocence. Vu que le débat s'est intensifié sans conclusion, le roi suspendit pour la 2e fois la séance et la renvoya dans 6 mois, tout en interdisant toute entrée ou sortie de la forêt pour trouver un climat de paix dans un premier temps. Car les deux parties se séparèrent en queue de poisson.
Au début des 4 premiers mois, la vie était atroce, presque chaotique au village. Pas de pluie, pas de sémailles, pas de récolte, pas de viande de brousse. Et surtout, pas de fêtes nocturnes. La population commençait à se lamenter, tout en implorant la miséricorde des ancêtres pour qu'ils leur envoient la pluie. Effectivement, la population était déterminée à chanter jour et nuit pour implorer la miséricorde des ancêtres. Malheureusement, la situation était restée constante au village. Mais le 5e mois, à la grande surprise de tous, le ciel s'assombrit. Des coups de tonnerre éclatèrent dans tous les coins du village. Et en un clin d'œil, la pluie tomba sans cesse pendant 14 jours au village. La pluie! La pluie! La pluie tomba sans cesse pendant 14 jours. Tout reprenait vie. La terre, les rivières, la forêt. Et il y eut une surabondance d'animaux dans la forêt. 6 mois après, le roi convoqua la 3e séance. Tous étaient présents. Pendant cette nuit, il y eut à boire et à manger en abondance. Tous les villageois chantaient et dansaient. Dans cette ambiance festive, le roi remercia tous les participants et tranchant l'affaire en donnant des pistes et des solutions. Par l'interdiction de la chasse intensive d'animaux sauvages, la coupe abusive des arbres dans la forêt et la cultive de la terre jusqu'à la limite de la forêt, de peur de réduire l'espace vital des animaux ou de croiser le bête sauvage qui envahissent les champs. Le village reprenait ses activités quotidiennes. Après le temps de sémailles, les femmes récoltaient de sacs de manioc et d'igname incalculables. Les chasseurs revenaient avec des gros gibiers au village. À Mangaïmatung, les jours passèrent, les mois passèrent, et même les années passèrent aussi. Le village devenait de plus en plus fort et surpeuplé, ce qui nécessitait de vastes étendues et de la chasse assez intensive pour nourrir l'immense population. Peu à peu, les agriculteurs cultivaient la terre jusqu'à la limite de la forêt.
L'espace vital des animaux devenait plus réduit qu'avant. Les bûcherons, à leur tour, coupaient sans scrupule les arbres dans la forêt pour se servir du bois de chauffage jusqu'à ce que la forêt était devenue une savane. Et à cela s'ajoutait la chasse intensive d'animaux. En fin de compte, la savane aussi avait perdu une grande partie de sa biodiversité. Les disputes d'antan s'aggravèrent et créèrent le chaos au village. C'est à ce moment-là que mourut le roi Mantoung. Oh, Mandiendien. Oh, Mandiendien. Mandiendien, lutendelele lumwa. Mwana mosi wa lutendelele lumwa. Mandiendien. Le village fut plongé à nouveau dans un désespoir sans fin. Tous les soirs, les villageois s'y rassemblèrent devant le palais royal, autour des ossements de gibier, lesquels alimentèrent le feu moins vif où s'allongeait le corps du roi. Des chants de détresse s'exécutaient pour implorer la miséricorde des ancêtres. Mais le roi fut endormi pour toujours. Et finalement, 6 mois après, on enterra le roi Mantoung. Oh, Mandiendien. Oh, Mandiendien. Mandiendien, lutendelele lumwa. Mwana mosi wa lutendelele lumwa. Mandiendien. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. C'est ici que prend fin notre première aventure. Astral Théâtre. Les Kinshasa, applaudissez.